Il est 12h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au grand journal de la radio Futur Média. Souleymane Niang. Au sommaire, l'annulation de la commémoration des 2 rakas de Serigne Touba à Saint-Louis le 5 septembre motive l'épidémie de Covid-19. La décision du Kourel approuvée par le Khalife général des Mourides. Covid-19 au Sénégal, l'île de Gorée touchée pour la première fois. Dans ce journal, la réaction du maire, Maître Augustin Senghor. Vous aurez également le point du jour avec le porte-parole du ministère de la Santé. Mort suspecte de 3 membres d'une même famille à Tivaouane. La thèse du meurtre suivi de suicide en question. Les circonstances devraient être élucidées par l'enquête et l'autopsie. Pour les titres de l'actualité internationale, Georges Détié-Diop, bonjour. Bonjour Souleymane Niang. Mali, la délégation de la CEDEAO rencontre à l'instant les membres de la Cour constitutionnelle. C'est après les négociations avec la nouvelle équipe au pouvoir à Bamako, la junte qui propose une transition militaire de 3 ans et la libération d'Ibeka. En Mauritanie, libération de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz après une semaine de garde à vue. Mais il lui est demandé de ne pas quitter le pays. Pascal Lissouba n'est plus. L'ancien président congolais est décédé ce matin à Paris à l'âge de 88 ans. À tout à l'heure pour le détail de toutes ces informations. Le sommaire de l'actualité sportive avec vous, Malal Junior Diagne, bonjour. Bonjour Souleymane, bonjour à tous. Après la finale de la Ligue des Champions, place au transfert Kalidou Koulibaly vers Manchester City. Serigne Salou Dia, sélectionneur national chez les petites catégories, pousse le défenseur sénégalais à quitter Naples et le championnat italien pour franchir un nouveau palier. Play-off, on parle de NBA. Au niveau du basketball aux États-Unis, on connaît déjà au niveau de la conférence Est 2 équipes qualifiées pour les demi-finales. Il s'agit des Boston Celtics et des Toronto Raptors. Le développement de tous ces titres dans le journal des sports. Barthélémy Ngom nous présentera à Coronews l'actualité de la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Et puis, il y aura notre rubrique quotidienne Point de vue. Aujourd'hui, nous débattons des crises dans la famille de la justice et de leur éventuel impact sur la crédibilité de cette institution. Souleymane Niang. Le mystère ne s'est toujours pas dissipé autour de la mort brutale de 3 membres d'une même famille ce week-end à Tivaouane, dans la région de Thiès. L'hypothèse d'un meurtre commis par un père de famille avant de se suicider est pour l'instant avancée, mais l'autopsie et l'enquête en cours devraient rapidement tirer cette affaire au clair. Les derniers développements avec notre correspondant dans la région de Thiès, Cheikh Anta Diop. Sherkan aurait tué sa femme Pendaba et sa fille de moins de 2 ans avant de se suicider par pendaison. Selon certaines sources, sur les lieux du crime, il a été trouvé une lettre non signée. Il y justifiait son geste, ce qui laisse croire qu'il a effectivement tué sa femme de 25 ans et sa fille de moins de 2 ans avant de mettre fin à sa vie. Sherkan a eu à décrocher son BOP mécanique au centre de formation technique de Thiès, mais il dispensait des cours de français dans un institut franco-arabe situé non loin de chez lui. Les 3 corps sans vie ont été déposés à la morgue de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane en attendant l'autopsie du médecin légiste pour déterminer les vraies causes des faits. Les éléments du commissariat de police de Tivaouane procèdent actuellement à des auditions auprès des membres de la famille des victimes et des voisins. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Une affaire qui pourrait atterrir sur la table de la justice dans l'actualité judiciaire, justement, affaire SOS Littoral contre Abindour. Le délibéré a été encore renvoyé au 31 août, c'est-à-dire lundi prochain. L'association SOS Littoral a enclenché une procédure pour l'expulsion de la chanteuse du site où elle tient son commerce sur la corniche ouest. Justice toujours, l'IGAJ, l'inspection générale de l'administration de la justice, va se pencher sur l'affaire Yaya Amadou Dia Ousmane Kane, dont le conflit les opposants a atterri sur la place publique. Son rapport est attendu, mais qu'est-ce que l'IGAJ? Quelles sont ses compétences, les dossiers sur lesquels elle s'est penchée? Mohamed Ali Mouba. L'inspection générale de l'administration de la justice IGAZ est un instrument fondamental pour contrôler le travail des magistrats. Son pouvoir de contrôle porte sur l'organisation des services, les méthodes et la manière de servir les personnels, la conduite et la tenue des magistrats, du personnel de justice.
très redoutée des magistrats, c'est le bras armé du ministère de la Justice. Elle instruit à charge et à décharge sur toute affaire relevant des cas de conduite des magistrats ou violation de leur serment. Le plus souvent, des soupçons de corruption dans les dossiers, les décisions scandaleuses entre autres. En clair, les flics du ministère sont compétents sur tout magistrat, fut-il logé à des juridictions supérieures comme la Cour suprême. Les magistrats de l'inspection générale s'autosaisissent lorsqu'il y a problème, mais ils peuvent aussi être saisis par tout justiciable par le biais de son avocat. Après enquête, le dossier est déposé sur la table de la chancellerie et des sanctions sont préconisées. Si le dossier n'est pas classé, bien sûr, sans suite. Les dossiers sont jugés devant la Cour suprême car les magistrats bénéficient de privilèges de juridiction. Les sanctions peuvent aller du blâme à la radiation, mais tout se fait sous le sceau de l'anonymat. Qui sont passés devant cette inspection? Le dossier de la juge Aminata Mbaye et Malik Lamotte, entre autres. Soupçonnés de corruption, ces magistrats avaient été jugés. Lamotte blanchi, Aminata Mbaye envoyé à la retraite, c'était au début des années 2000. L'IGAZ est présentement dirigé par Cheikh Tidiane Lam, qui est nommé par décret. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Je vous le disais dans les titres, le Courel des deux Raka qui organise tous les 5 septembre son Magal a décidé d'annuler l'événement au regard de la propagation du coronavirus dans la vieille ville dont le traitement est débordé par les malades reçus. Saint-Louis qui a enregistré un cas communautaire aujourd'hui, et ce qui porte le total des cas à plus de 200 depuis le début de la pandémie. En tous les cas, la décision du Courel a eu le ndigal du Khalif général des Mourides. L'annulation est également bien appréciée par les habitants de Saint-Louis. Mohamed Nabissila. La situation épidémiologique du coronavirus marquée par une propagation de la maladie a motivé la décision de l'annulation du Magal des deux Raka par le Courel, qui a réagi par un communiqué signé par le président Serigne Ahmed Fall. La maladie est en train de se propager ici à Saint-Louis. Il était plus opportun vraiment de surseoir à l'organisation et pourquoi pas trouver d'autres formules pour pouvoir célébrer l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. La décision a été prise sous le ndigal du Khalif général des Mourides avec l'agrément de l'imam des deux Raka, une décision bien appréciée dans la vieille ville. Vous savez, le Magal des deux Raka rassemble des milliers de fidèles, qui viennent de partout. Donc c'est plus prudent de faire une autre manière de célébrer ces deux Raka, c'est-à-dire de faire des récitals de Coran, mais dans les maisons. C'est une manière d'éviter les rassemblements, parce que vous savez que des milliers de talibés viennent à Saint-Louis pour le Magal. Donc c'est plus prudent d'annuler pour cette fois-ci. Et on verra ce qui se passera dans les années à venir. C'est une décision sage puisque pour éviter la propagation de la maladie, il est très important d'éviter d'abord les rassemblements et de porter son masque. Le Courel sollicite les musulmans et les daïres mourides à s'acquitter de la lecture du Coran et des Khassaïd pour marquer la journée du 5 septembre prochain. RFM Saint-Louis. Mohamed Nabissila. Venons-en maintenant à la situation épidémiologique du jour avec le Sénégal qui franchit le cap des 13 000 cas positifs déclarés depuis le début de l'épidémie le 2 mars dernier. Les autres chiffres du jour avec le porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 812 tests réalisés, 64 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,88%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 36 cas contacts suivis par nos services et 28 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes ou quartiers suivants. Dakar Plateau 3, Kédougou 2, Liberté 6, 2, Liberté 6, 2, Richard Toll 2, Ziguinchor 2, Castor 2, Île-de-Gorée 1, HLM 1, Kaolack 1, Kolda 1, Liberté 5 1, Les Maristes 1, Mbao 1, Mbour 1, Sicap Mermoz 1, Ngor 1, Rufisque 1, Saint-Louis 1, Sédhiou 1, Sicap Foire 1, Sokone 1 et Pout 1. 140 patients hospitalisés ont été
contrôlés négatifs et déclarés guéris. 45 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce dimanche 23 août 2020. L'état des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 cas ont été déclarés positifs, dont 8 595 guéris, 272 décédés et donc 4 145 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. Et vous l'avez noté, c'est l'un des faits saillants du point du jour sur la situation de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. L'île de Gorée a enregistré son premier cas. Un cas issu de la contamination communautaire. Le maire de l'île estime que la sensibilisation a eu un effet positif puisque c'est après 6 mois que Gorée enregistre son premier cas. Mais pour le dispositif médical, il existe juste un poste de santé sur l'île. Donc les malades sont systématiquement référés. D'après Augustin Senghor, il est joint par Awambay. Depuis le mois de mars, c'est le premier cas qui a été testé positif. Il y a eu des cas de personnes qui avaient été testées, mais c'était toujours revenu négatif. Et depuis 6 mois, on ne connaissait pas donc de cas positifs au Covid-19, malgré le fait qu'à Dakar, c'était une explosion des cas. Donc ça, c'est le premier cas qu'on vient de confirmer ce matin au niveau des ondes de la radio. Et on l'a pris comme tout le monde. Et ça a été confirmé. Sur le plan médical, je dois dire que Gorée, c'est une petite commune, donc nous avons juste un poste de santé avec une ICP, une infirmière en chef. Je pense que le dispositif médical en lui-même est relié au dispositif de la région de Dakar. À partir de là, je pense qu'ils auront le même traitement que les autres cas identifiés à Dakar, c'est-à-dire qu'ils seront suivis et référés. Ils seront référés et suivis dans les grands centres hospitaliers qui traitent les cas de Covid au niveau de Dakar. Si aujourd'hui on est resté 6 mois avant de déplorer un premier cas qu'on peut considérer même comme un cas extérieur à Gorée parce que c'est une personne qui bougeait beaucoup, qui revenait de voyage dans le sud du pays et tout. Donc on peut considérer que tout marchait bien. Le contexte actuel de pandémie à coronavirus qui nous amène à parler du campus pédagogique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar dans la perspective d'une reprise des cours. Opération de nettoiement et de désherbage de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Tout un dispositif sanitaire dans le cadre du respect des mesures barrières est mis sur pied comme à la faculté de médecine. Cependant, certains étudiants de l'UCAD se disent sceptiques quant au respect effectif des mesures d'hygiène. Reportage Nafissatou Silla. Nous sommes dans le hall de la faculté de médecine. Le personnel nettoyant s'active avec ardeur pour la reprise des cours. On dépoussière, on récure et on installe les lavoirs. Le doyen de la faculté veut que tout soit fin prêt. Professeur Abdoulaye Samb. Nous le préparons actuellement. Nous allons essayer vraiment de tout faire pour que ça se passe avec le respect des gestes barrières, les conditions et la Covid-19, l'ensemble donc des circonstances qui font que c'est une rentrée particulière. Il nous faut prendre les mesures idoines pour pouvoir sécuriser cette rentrée. En tout cas, au niveau de la faculté de médecine, on est en train donc de nous préparer. Vous voyez, déjà, il y a des trucs qui sont stockés, vous verrez. Lave-mains, gel hydroalcoolique, donc thermoflash. Le dispositif est au complet et on en est même à la désinfection. Moriade du département de pharmacie. On fait la reprise des examens. Nous tenons à désinfecter tous les amphithéâtres pour que la reprise se passe bien. On a pris toutes nos dispositions nécessaires peut-être pour parer à toute éventualité. Il ne reste rien. Les nids, les fleurs, tout et tout. C'est le service même national d'hygiène qu'on a appris qui fait ça. Tout paraît peut-être nickel, mais les quelques étudiants rencontrés dans le campus pédagogique affichent une allure sceptique, comme Marie-Sène qui doit s'inscrire pour son doctorat à la faculté des lettres. En tout cas, avec cette pandémie, on a vraiment peur de la réouverture de l'université. Ça nous mettra aussi dans des situations de décart. De nous apporter plus de masques ou bien de gel hydroalcoolique. Abdou Faye, lui, craint une catastrophe, surtout au niveau du campus social. Mais le campus social,
c'est obligatoire parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas là où loger. Si on ne respecte pas les mesures barrières, ça sera une catastrophe pour le Sénégal. Je suis sceptique à cela parce que là où on est, les cas communautaires s'accumulent. Pour l'heure, le rectorat a engagé une opération de désherbage et de réfection pour au moins rendre le cadre accueillant. Voilà pour l'espace pédagogique. Quant au centre des œuvres universitaires de Dakar, le COUD se prépare au retour des étudiants. Toutes les dispositions ont été prises pour le respect du protocole sanitaire, selon le chef du département des services techniques du COUD, Mansour Ndoye, joint par El Haj Ndiogoudjen. Nous avons installé au COUD, quand vous venez, déjà à l'entrée, aux accès, nous avons mis des robinets à pédales pour permettre aux gens de se rincer les mains déjà, de se laver les mains avant d'accéder au campus. Bon, ce même procédé également est reproduit au niveau de l'entrée des différents pavillons des différents campus. Donc avant d'accéder au pavillon également, il y a un dispositif de lavage des mains qui est installé. Et aussi bien également au niveau des accès des différents restaurants universitaires également. À part le dispositif de lavage des mains, il y a le principe de la distanciation également qui certes va être difficile à appliquer ici du fait de des effectifs élevés que nous avons. Mais nous en avons discuté avec les amicales qui vont nous accompagner dans ce processus. En tout cas, de tout faire pour faire respecter aux étudiants le dispositif de la distanciation. Justement, comment faire respecter cette distanciation physique dans la mesure où il y a le système de clandotage avec une dizaine d'étudiants qui partagent par exemple une même chambre? Nous avons quand même la chance de travailler en étroite collaboration avec les dirigeants des différentes amicales d'étudiants. Donc nous leur avons fait part de nos inquiétudes par rapport au système de clandotage et ils ont compris, ils ont respecté également ce que le COUD leur a demandé. Effectivement, ils iront dans le sens d'amoindrir au maximum en tout cas le système de clandotage dans les pavillons. À 12h17, évoquons la polémique sur la démission du président du conseil d'administration de l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye. L'ancien directeur des établissements publics de santé en rajoute une couche. Selon Saliou Diallo, le centre de greffe de Moelle et celui de procréation médicalement assistée étaient destinés à l'hôpital Le Dantec et non à l'hôpital Dalal Jamm. Il ajoute que l'affectation du chef du projet ne peut pas expliquer leur délocalisation. Saliou Diallo était l'invité de RFM Matin. L'idée première de Dalal Jamm, c'était de créer une structure de niveau 3 pour fixer les malades de la banlieue afin de leur éviter de traverser tout Dakar pour se rendre à l'hôpital Le Dantec, où la plupart d'entre eux allaient. Mais l'hôpital Le Dantec, qui devait en un moment être fermé, a eu à élaborer un projet de reconstruction, n'est-ce pas, suivant les autorités du président de la République, qui lui-même a demandé que l'hôpital Le Dantec soit reconstruit et que ce soit un hôpital de niveau 4 et qu'on le prévoit dans le plan Sénégal émergent. Donc c'est dans le cadre du projet de Dantec qu'on avait prévu la greffe de moelle, qu'on avait prévu la FIV, fécondation in vitro. C'est vrai qu'à un moment, le professeur qui devait s'occuper de ça au niveau de l'hôpital Le Dantec a eu à être affecté au niveau de l'hôpital Dalal Jamm. Mais ce n'est pas une raison pour en faire une mission de l'hôpital Dalal Jamm. Donc cette mission-là, elle était prévue effectivement au niveau de l'hôpital Le Dantec et ce n'est pas une mission qui était dévolue à l'hôpital Dalal Jamm. Et je pense que c'est ce qui explique quelque part la démission du professeur Pape Touré. Le professeur Pape Touré, ce n'est pas pour rien qu'il a été choisi à la tête du conseil d'administration de l'hôpital Dalal Jamm. C'est lui qui a conçu l'hôpital de Dalal Jamm. Donc aujourd'hui, quand il va jusqu'à démissionner pour ces raisons-là, moi je pense que simplement il faut prendre acte et le respecter et ne pas oublier tout ce qu'il a eu à rendre comme service au niveau du secteur de la santé. Maintenant, la mission d'un conseil d'administration, je suis désolé, mais cette mission ne se limite pas à la définition des orientations stratégiques, parce que ça aussi, je l'ai entendu. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Reparlons de l'accident de la semaine dernière sur l'axe du Pakao ayant coûté la vie à 3 jeunes de Dar es Salaam et Pakao, 2 sur le coup et le 3e entré dans le coma, décédé finalement à Ziguinchor 2 jours après. Des jeunes de Dar es Salaam, localité d'origine de ces victimes de cet accident, réfutent la thèse que leurs camarades ont été heurtés par un camion arrêté par les gendarmes pour contrôle. Ces jeunes soutiennent mordicus que les gendarmes ont usé d'une corde pour faire chuter ces jeunes et réclament la lumière. Ils ont tenu une rencontre au lieu de l'accident pour décrier cette thèse. Écoutons à ce propos El Haj Badjo, un des porte-parole de ces jeunes de Dar es Salaam et Pakao.
C'est un accident qui a eu lieu ici et nous avons jugé nécessaire que les responsables, ce n'est rien d'autre que la gendarmerie. Il y a eu donc 2 morts sur place, un blessé grave, aucun constat déclaré et les maires de la localité n'étaient pas avisés, encore moins les familles des victimes. Et les 2 corps étaient transportés silencieusement à la morgue de Sédhiou, ce qui ne nous a pas plu. Le lendemain matin, on a été à Sédhiou et la gendarmerie nous a affirmé que les 2 gars à moto sans lumière avaient percuté un camion garé au bord de la route en contrôle routier. Et cela ne nous convient pas. C'est une thèse que nous avons refutée parce que nous n'avons vu ni le chauffeur, ni le camion, ni les thèses qui justifient ces propos des gendarmes. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis, tout le POCAM est là. Nous voulons montrer au monde entier notre ras-le-bol, les raisons qui nous disent que voilà, les gendarmes ont fait cela et nous avons décidé de ne pas enterrer notre 3e personne qui vient de nous quitter, sans pour autant donc que lumière soit faite sur cette réalité. Ce que nous déplorons encore, c'est la mauvaise intervention de la gendarmerie de la localité du Pakao. Tout le monde connaît le Pakao, c'est une zone qui n'a pas accès encore à l'électricité. Et là, la gendarmerie se sert de l'obscurité pour frapper et se sert d'une corde attachée à l'autre extrémité de la route pour pouvoir renverser donc les motos en pleine vitesse. Et voilà pourquoi nous ne pouvons pas croire à ce qu'ils ont dit parce qu'ils l'ont fait ici à Sakar. Ici, nous avons déjà un pêcheur qui a été victime et qui est gravement blessé, qui est là. À 2 km ici, nous avons un frère qui a perdu sa jambe parce qu'il a été piégé par la corde de la gendarmerie. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous refutons et nous allons continuer le combat jusqu'au bout, jusqu'à lumière soit faite. Et nous lançons un appel aux autorités de la localité pour que justice soit faite sur cette affaire. Tant que les choses ne sont pas réalité, nous sommes là et nous serons toujours là. Les propos de l'Haj Badio recueillis par notre correspondant à Sédhiou, Max Euclide Kamfani, a signalé sur cet accident la brigade de gendarmerie de Sédhiou, incriminée par ces jeunes, affirme avoir fait tout le nécessaire par rapport à ce choc et maintient son rapport. L'usage d'une corde n'a jamais fait l'objet d'une intervention sur cette route départementale et le chauffeur est toujours à la brigade de Sédhiou pour les besoins de l'enquête. Le reste de l'actualité avec les travailleurs de la CERTEM, la société d'études et de réalisation des phosphates de Matam, réclame 10 mois d'arriérés de salaire à leur employeur Cheikh Amar. Ils sollicitent l'intervention du chef de l'État pour une solution à leurs problèmes. Ces travailleurs ont tenu une conférence de presse ce matin à Dakar en compagnie du mouvement Frappe France Dégage. Écoutons Aziz Diop, un de leurs délégués, au micro de Salimata Ao. Nous sommes là aujourd'hui représenter les travailleurs de la CERPEM, société d'études et de réalisation des phosphates de Matam, dirigée par Cheikh Amar. Depuis novembre 2019, plus particulièrement à 10 mois, nous ne sommes pas encore reçus des salaires. Quelque part, il y a des travailleurs qui restent pendant 10 mois sans salaire. C'est la situation qu'on déplore. C'est pourquoi aujourd'hui on est là. Nous interpellons Monsieur le Président de la République après avoir démarché les autorités pour booster un peu la situation. Mais la situation reste entière. Malgré cela, on a rencontré le gouverneur, l'inspection du travail, le préfet, les sous-préfets, le médiateur de la République, même le ministre des Mines. Mais toujours la situation reste entière. La prochaine étape, si toutefois la situation reste entière, on risque de passer la vitesse supérieure, c'est-à-dire de mener d'autres activités. Un mot de finance pour boucler la première partie de cette édition avec les assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui sont fixées au 26 et 27 août prochain. Pour la première fois dans l'histoire de la BAD, ces assemblées se tiendront en mode virtuel conformément aux consignes de distanciation physique liées à la pandémie de Covid-19. L'un des principaux points à l'ordre du jour est l'élection du président de la banque. Le Nigérian Akinwumi Adesina est le seul candidat à sa propre succession pour un mandat de 5 ans. L'année 2020 marque également la 55e session annuelle du Conseil des gouverneurs et la 46e session annuelle du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel de la banque. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Georges Détidiop. Rebonjour Souleymane Niang. L'ancien président congolais Pascal Lissouba est décédé. Il s'est éteint ce matin en France à l'âge de 88 ans. Pascal Lissouba a dirigé le Congo de 1992 à 1997 avant de perdre le pouvoir à la suite de la guerre civile. Il s'était installé en France après un exil à Londres. Au Mali, la CEDEAO poursuit ses consultations
Ce matin, la délégation de l'organisation sous-régionale rencontre d'ailleurs les membres de la Cour constitutionnelle à l'instant. Hier, elle poursuivait les négociations avec la junte au pouvoir, laquelle souhaite faire une transition de 3 ans pour revoir les fondements de l'État malien. Cette transition sera dirigée par un organe présidé par un militaire qui sera en même temps chef de l'État. Selon la proposition des putschistes, le gouvernement sera aussi majoritairement composé de militaires. La junte au pouvoir a aussi donné son accord pour libérer le président Ibeka qui pourrait regagner son domicile. Les chefs d'État de la CEDEAO se réunissent mercredi pour dire s'ils renforcent les sanctions contre la junte ou s'ils desserrent les taux. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, libéré. Il a bénéficié d'une liberté conditionnelle. Mohamed Ould Abdelaziz a quitté dans la soirée de dimanche les locaux de la Direction générale de la Sûreté nationale. Après une semaine de garde à vue, il était arrêté dans le cadre d'une enquête relative à des crimes économiques commis sous son règne. Mais son passeport est toujours confisqué et il lui est interdit de quitter la capitale Nouakchott. L'Autriche a confirmé l'expulsion en cours d'un diplomate russe. Il serait impliqué dans une affaire d'espionnage industriel. Selon le porte-parole du ministère autrichien des Affaires étrangères, son comportement est en violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Au moins 10 morts dans un attentat à Jolo, dans le sud des Philippines. Au moins 5 personnes décédées sont des militaires selon l'armée philippine. Au Canada, l'Iran va négocier pour indemniser les 176 victimes du vol ukrainien PS-752. Le Canada avait exigé des explications et réparations pour les victimes canadiennes. L'Iran accepte maintenant d'indemniser les familles et annonce qu'il va ouvrir sous peu des pourparlers. Plus de détails avec Mamadou Aïchendiaï. Les membres des familles des victimes du crash du vol ukrainien, en majorité canadienne, devront prendre leur mal en patience. Le chef de l'organisation de l'aviation civile iranienne, le capitaine Touraj Dehani Janzani, a déclaré hier que les boîtes noires de l'avion des passagers ukrainiens n'avaient que 19 secondes de conversation après la première explosion. Selon le patron de l'aviation civile iranienne, il y aurait quelques dizaines de Canadiens disparus dans cet avion et que son gouvernement iranien serait prêt dès octobre prochain à ouvrir des négociations pour indemniser ces 176 personnes à bord, dont 55 citoyens canadiens et 30 résidents permanents. Le vol PS-752 avait été abattu le 8 janvier dernier, 4 heures après l'attaque iranienne d'une base militaire américaine en Irak et en représailles de l'assassinat par les États-Unis du puissant général Qassem Soleimani. Ici Montréal, Mamoudou Aïchendiaï, Radio Futur Média. Et c'est la fin de cette page Inter-Soleiman. Merci Georges Dessier Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui sur les crises ponctuelles récurrentes dans la famille judiciaire et leur impact éventuel sur cette institution centrale pour la démocratie. Pour en parler, nous serons tout à l'heure avec Maître Abdoulaye Tine, avocat, docteur en droit, et Malik Diop, juriste, coordonnateur de la plateforme des acteurs non étatiques. RFM Sport. Rebonjour Malal Diagne Junior. Rebonjour Souleymane. L'actualité sportive d'abord en termes de transfert. L'avenir de Kalidou Koulibaly préoccupe les techniciens sénégalais. Et à la tête desquels le sélectionneur de l'équipe nationale locale, Serigne Saliou Dia, qui estime que le défenseur sénégalais qui évolue sous les couleurs de Naples en Italie doit quitter le championnat italien pour aller en Angleterre ou vers d'autres destinations pour franchir d'autres paliers. Selon Serigne Saliou Dia, le niveau de Kalidou Koulibaly doit progresser et cela passe obligatoirement par un changement de club. Nous l'écoutons. Je pense d'abord cette année, il faut dire que Koulibaly n'a pas excellemment brillé comme l'année passée. Je pense que l'année passée était la meilleure saison de Koulibaly. Cette année, Koulibaly a aligné quelques blessures et puis vraiment son équipe a manqué un peu de constance dans le championnat italien. Je pense que ça montre encore une fois qu'il est temps pour lui peut-être de quitter Naples et d'aller monter ses talents ailleurs. Je pense que quand on joue dans une équipe, voilà, on commence, il y a plus cette motivation qui est là, voilà, ce souci de dépassement, ce souci de montrer un peu ce que tu sois
capable de faire. Et je pense que c'est l'occasion pour lui d'aller dans une autre équipe pour montrer son savoir-faire. Je pense qu'il fait partie des meilleurs défenseurs du monde. Et ça, il pourra le confirmer qu'il puisse partir dans une autre club. Et je pense que c'est une très bonne équipe. C'est une équipe déjà qui a besoin de lui. C'est une équipe vraiment qui a montré ses lacunes sur le plan défensif. Et ce sera l'occasion pour Koulibaly un peu de montrer tout le bien qu'on pense de lui. Et City, par rapport à la philosophie des jeux de Guardiola, ça peut être un bon club pour lui parce que n'oubliez pas que Koulibaly, c'est quelqu'un qui s'est sorti les ballons de derrière, c'est quelqu'un qui s'est joué au ballon, c'est quelqu'un qui s'est alterné les passes et les longues passes. Je pense que City sera une destination idéale pour lui. Une destination idéale pour lui. Déjà, Pep Guardiola a déclaré sa flamme aux défenseurs sénégalais et les négociations sont entamées entre les deux clubs. Selon les dernières informations, ce serait même très avancé. Même le salaire du défenseur sénégalais aurait été fixé par les deux camps. Donc, affaire à suivre. Parlons NBA. Déjà 2 équipes qualifiées pour les demi-finales de la conférence Est. Ouais, déjà 4 équipes, déjà 4 victoires pour ces 2 équipes. Plus de détails avec Sodetiam qui a suivi les dernières rencontres tard dans la soirée. Boston n'a pas laissé passer l'occasion. Sans être irrésistibles, les Celtics ont profité de la faiblesse collective de Philadelphie pour terminer le travail hier 110-106 et remporter une 4e victoire en autant de sorties qui les envoie au 2e tour plus tôt que prévu. 6e de la conférence Est alors qu'il faisait partie des prétendants au titre, Joel Embiid et ses coéquipiers espéraient inquiéter davantage Boston qu'ils avaient dominé 3 fois sur 4 en saison régulière. Mais la chance était du côté de Boston cette fois-ci. Cette sortie prématurée risque de provoquer pas mal de remous au sein d'une franchise ambitieuse qui suivait un projet de construction sportive. Boston, pour sa part, se pose en gros outsider dans la conférence. Et puis, facile vainqueur des Nets 150-122, les Raptors remportent la série 4-0. Ainsi, les Raptors poursuivent la défense de leur titre NBA. En demi-finale de conférence Est, Toronto va retrouver Boston Celtics pour un vrai choc. Et de l'autre côté de la conférence Ouest, rien n'est encore précis. Mais retenez que Utah Jazz est en tout cas tout près des demi-finales de conférence avec cet avantage pris sur Denver qui va devoir reprendre le dessus mentalement pour espérer revenir dans la série. Le match 5 aura lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans la bulle d'Orlando. Toujours dans cette conférence Ouest, hier au buzzer de la prolongation, le prodige slovène Luka Doncic a marqué le panier à 3 points vainqueur pour Dallas qui égalise dans la série face aux Los Angeles Clippers. Voilà, Suleiman, on était en train de débriefer la finale de la Ligue des Champions hier. Une très belle finale qui s'est soldée par la victoire du Bayern de Munich devant le Paris Saint-Germain 1-0. Une belle finale, mais le Bayern aussi mérite sa victoire. Et je découvre votre talent d'analyste des tactiques apprenti, footballistiques. Merci Malal Diagne Junior. Il est 12h33. RFM, la radio autrement. Venons-en maintenant à Coro News, l'actualité de la pandémie de Covid-19 au Sénégal, en Afrique et dans le monde avec Barthélémy Ngom. C'est toujours la vague des nouvelles contaminations dans certains pays qui pensaient avoir contenu la maladie. Le nombre de cas positifs explose. Ce lundi, le virus Covid-19 touche plus de 23 millions de personnes à travers le monde et est responsable de la mort de plus de 816 000 personnes. Aux États-Unis, le virus a tué 175 651 personnes sur les 5 millions de cas recensés. Mais l'épidémie est sur la pente descendante là-bas aux États-Unis. Au Brésil, par contre, le bilan continue de s'alourdir. Pays. Après la Grèce et la Thaïlande, le Portugal est le 3e pays le plus touché par la crise du tourisme selon le FMI. En Allemagne, le nombre de cas reste également élevé, 234 870 au total pour 9 426 décès. Au Japon, le coronavirus est responsable de la mort de 1183 personnes sur les 61 747 cas déclarés. En Belgique, on note également une légère hausse des nouveaux cas. 81 936 au total. Le pays a perdu 9 992 de ses malades. La Chine n'a enregistré aucun décès ces dernières 24 heures. La Corée du Sud, pareil, 0 décès entre hier et aujourd'hui. Au Pérou, la situation reste inquiétante avec 18 259 nouveaux cas.
À ce jour, le Pérou enregistre 594 326 et regrette la mort de 28 081 patients. La Roumanie, elle, est en état d'alerte. Le pays déplore la mort de 3 311 malades sur les 78 505 cas enregistrés. En Afrique aussi, le virus continue de se propager. L'Afrique du Sud, le pays le plus touché sur le continent, a franchi la barre des 6 000 cas. Plus de 13 000 morts. Les dernières restrictions ont été d'ailleurs levées. Des restrictions controversées sur la vente de l'alcool et du tabac. Le Maroc, lui aussi, vit une flambée de contamination, situation qui inquiète le roi Mohamed VI. Le pays, à la date d'aujourd'hui, totalise 52 349 cas pour 918 décès. L'Égypte compte à ce jour 97 439 cas pour 5 262 décès, dont 19 ces dernières 24 heures. L'équipe de foot d'Al-Masri est l'un des foyers du coronavirus là-bas en Égypte, avec 16 cas déclarés. En Algérie, la tendance est à la baisse. Le pays totalise 1446 morts sur les 41 460 cas. Le Sénégal enregistre 64 nouveaux cas, 13 au total pour 272 décès. C'est tout pour Coronews. La presse de ce lundi 24 août 2020, lue et commentée par Georges Détié-Diop. La guerre entre magistrats sur la table de l'inspection générale de l'administration de la justice. L'Observateur, le journal Le Quotidien et Sud Quotidien informent que l'IGAJ est saisi de l'affaire Ousmane Kane et Yaya Amadou Dia. L'Observateur indique d'ailleurs que l'IGAJ démarre les auditions aujourd'hui, lundi 24 août, et le premier président de la cour d'appel de Kaolack, Ousmane Kane, va être entendu sauf report par les enquêteurs. L'Obs, qui sous un autre registre livre les dessous de la guerre entre magistrats, rapporte que l'affaire ferait suite à une erreur technique et que le quiproquo avait même nécessité l'arbitrage du procureur général près la cour d'appel de Kaolack. En tous les cas, pour l'As comme pour l'Observateur, les deux protagonistes, Yaya Amadou Dia et Ousmane Kane, risquent des sanctions allant de l'avertissement à la radiation, sans oublier des poursuites pénales pour faits de corruption. Mais l'État a-t-il peur de prendre des sanctions? Sucré Salé se pose la question dans Le Quotidien et affirme qu'aujourd'hui, l'impunité garantie à certains et le corporatisme sont en train de le vider de son pouvoir qui est contesté tous les jours. Ainsi, mon confrère indique que c'est le moment pour l'État de retrouver sa splendeur sans toutefois verser dans le brutalisme. Car quand les digues cèdent, c'est le chaos. Il faut alors mettre KO les hommes qui refusent de rester dans les rangs pour remettre de l'ordre dans ce bourbier. Sinon, conclut le biétiste, la chute risque d'être magistrale. On n'y est pas encore, mais l'Observateur note que le gouvernement est dans un tourbillon de feu. Et pour cause, le journal souligne que le Sénégal s'enlise de plus en plus dans une crise socio-politique. Et aujourd'hui, nombreux sont les secteurs d'activité où le feu couve. Justice, santé, éducation, transport, entre autres, les difficultés sont énormes et les revendications s'accumulent sur les tables des membres du gouvernement. Qu'en est-il du domaine national? Enquête fait état d'un cafouillage au sommet de l'État. Le journal relève qu'après avoir adopté en Conseil des ministres le 12 août dernier le projet de décret modifiant le décret relatif aux conditions d'affectation et de désaffectation des terres du domaine national, le gouvernement bat sa coulpe en publiant un communiqué rectificatif dans lequel il soustrait le projet jugé mystérieux. Cette fuite, selon Enquête, aura le mérite de renseigner sur les velléités de l'État de revoir les conditions d'affectation des terres du domaine national. Ce drame à Tivavone qui fait la une des journaux. 3 membres d'une même famille retrouvés morts. Tribune apprend que Cheikh Kane tue sa femme, sa fille et se donne la mort. Libération parle de mystère autour d'un drame. Selon mon confrère, une lettre trouvée sur les lieux laisserait à penser que Cheikh Ahmed Tidiane Kane a tué son épouse de 25 ans et son bébé d'1 an avant de se donner la mort. Selon des témoins, Cheikh Ahmed Tidiane Kane, qui a organisé des chants religieux jusque tard dans la soirée, ne présentait aucun changement. Problème, informe Libération, la police scientifique n'a pas relevé de signes caractéristiques d'une pendaison et la disposition des cadavres intrigue aussi les enquêteurs qui explorent d'autres pistes. Cet entretien à lire dans Vox Populi, un entretien avec Babacar Diagne, le président du CNRA, le Conseil national de régulation de l'audiovisuel. Babacar Diagne, selon le journal, recadre les pourfendeurs de l'organe qu'il dirige et assène ses vérités sur la marche des médias au Sénégal. Interview à lire aux pages 6 et 7 de Vox Populi. Sport. Pour terminer, le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à le faire. Les Parisiens battus hier en finale de la Champions League européenne par le Bayern Munich. 1-0. Record et Stade semblent s'être passé le mot. Tous les deux journaux écrivent que le Bayern brise le rêve du PSG. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour.
À 12h40, bienvenue à Point de vue. Les crises récurrentes dans la famille de la justice et leur éventuel impact sur la crédibilité de cette institution, c'est le thème du jour. Et pour en parler, nous sommes en ligne et en direct avec Maître Abdoulaye Tine, avocat et docteur en droit. Bonjour Maître Abdoulaye Tine. Oui, bonjour Souleymane. Nous sommes également avec M. Malik Diop, juriste, coordonnateur de la plateforme que nous allons retrouver, de la plateforme des acteurs non étatiques. Malik Diop que nous tentons de joindre, mais en attendant de l'avoir, Maître Abdoulaye Tine, vous l'avez remarqué en même temps que nous, des problèmes qui se posent dans le milieu de la justice. D'habitude, ce sont des justiciables qui s'en prennent aux acteurs de la justice, y compris les magistrats, parfois les avocats, d'autres fois d'autres auxiliaires de justice, les greffiers, les notaires, les huissiers, etc. Mais ces derniers temps, on a noté des prises de bec, pour parler trivialement, entre soit des avocats et des magistrats. Et le dernier en date, ou la dernière en date, entre deux magistrats, Yaya Amadou Dia et Ousmane Khan à la cour d'appel de Kaolack. Comment vous expliquez-vous ce nouveau phénomène? Certains parlent de conflit de génération. Écoutez, conflit de génération ou pas, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on peut dire que cette situation traduit en tout cas un malaise profond au niveau de l'appareil de la justice et les symptomatiques des problèmes aujourd'hui qui ne sont pas sans impacter le bon fonctionnement et l'administration de la justice. Il va de soi que ces conflits récurrents, comme vous l'avez dit, sont de nature non seulement à porter atteinte au droit à l'accès à la justice que les citoyens ont, mais c'est la qualité de la justice qui s'en trouve impactée, et partant de là, le rôle de régulateur, donc social, de la justice s'en trouve en tout cas éprouvé sur sa crédibilité. Je m'explique. Parce que dans une démocratie, le conflit est consubstantiel à la démocratie. Ce qui nous différencie dans une démocratie des autres systèmes, c'est que quel que soit le degré de désaccord, on doit, in fine, se confier à l'arbitrage d'un tiers. Mais ce tiers, pour qu'il ait cette autorité morale de dire le droit et de contraindre les acteurs à s'y conformer, il va de soi qu'il doit être exempt de tout reproche, de toute suspicion. Et pour répondre directement à votre question, ces crises, effectivement, ne sont pas de nature non seulement à renforcer l'efficacité de la justice, mais c'est la crédibilité de l'institution qui, je le rappelle, est aussi un pouvoir au sens constitutionnel, ce qui veut dire que c'est une crise étatique quelque part. Très bien. Chez vous, les avocats, vous avez l'ordre des avocats qui, dans certains cas, règle les problèmes entre avocats ou entre des tiers et des membres du barreau, etc. Chez les magistrats, on peut penser que c'est le Conseil supérieur de la magistrature ou d'autres instances. Comment se fait-il que des crises de ce type-là soient portées sur la place publique alors qu'avant, on peut considérer qu'il y en avait, mais que c'était réglé autrement et de façon un peu plus discrète? Est-ce que ce n'est pas un problème justement de fonctionnement des instances de régulation et de règlement des conflits, pour être plus précis? Oui, au niveau interne, c'est-à-dire le moyen de régulation interne, il va de soi que effectivement il y a le Conseil supérieur de la magistrature, mais n'oublions pas que dans la configuration actuelle aujourd'hui, non seulement il y a le président de la République, et il y a aussi le ministre de la Justice. Il s'en trouve qu'il va de soi que, étant des pouvoirs politiques, et le but de tout pouvoir est de rester pouvoir, il va de soi que le rôle de régulation s'en trouve un peu, et en tout cas affaibli dans sa crédibilité, voire même dans son impartialité d'une certaine manière. Ce qui doit être le propre d'un tiers qui tranche les conflits. L'autre aspect, c'est l'évolution que vous avez pointé tout à l'heure de la société. C'est vrai, les magistrats d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les magistrats
médiatisation de nos sociétés, la moindre des crises est portée sur le débat public. Et peut-être on a l'impression qu'il y a plus de conflits, mais je pense effectivement que cela n'est que l'arbre qui cache la forêt, parce que ces conflits sont consubstantiels aussi du règlement au fonctionnement de cette institution. Le fonctionnement des institutions, Très que bien. ce soit les journalistes, les avocats. Très bien. Nous avons été rejoints par Malik Diop, juriste, coordonnateur de la plateforme des acteurs non étatiques. Malik Diop, bonjour. Malik Diop. Oui, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez entendu peut-être une partie de l'intervention de Maître Abdoulaye Tine et je voudrais justement vous interroger sur la dernière partie de cette intervention. Les conflits récurrents au sein de la famille judiciaire qui opposent dans certains cas des avocats et des magistrats. On a en souvenir ou en mémoire encore les échanges épiques entre Maître Ousseynou Fall et Demba Kandji, par exemple, ou lors du procès de Khalifa Sall entre Maître Ousseynou Fall et le procureur de la République. Mais le dernier événement en date, c'est cet échange par voie épistolaire et par voie de presse entre Yaya Amadou Dia et Ousmane Kane à la cour d'appel de Kaolack. Comment vous expliquez-vous ces événements? S'agit-il d'un conflit de génération ou simplement d'une évolution normale de la société, avec une société un peu plus ouverte, avec des médias qui qui mettent sur la place publique des choses qui, avant, se réglaient entre quatre murs, d'après vous? Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui a été faite par mon co-débatteur, Maître Tine. Mais il faut dire que il y avait des choses qui se passaient à l'interne. Et tant que ça se passait à l'interne, comme disait le linge se lavant en famille, ça ne posait pas problème. Mais maintenant, c'est sur la place publique qu'il y ait de passe d'armes entre avocats et magistrats. C'est compréhensible. Mais quand vous avez les entre magistrats qui doivent rassurer, d'abord, il y a une relation de confiance en tant que citoyen. Donc, il y a une relation de confiance qui est mise en branle. Mais aussi, il y a cet effet qui fait qu'aujourd'hui, les mécanismes internes qui permettent un peu de réguler au niveau interne, au niveau de la corporation, ça pose problème, ça a été aussi remis en cause. Je pense que c'est intéressant. L'autre aspect aussi, c'est que c'est une guerre aussi, c'est une approche intergénérationnelle. Vous avez des magistrats donc une vieille génération qui s'accommode beaucoup plus avec des préséances, c'est un milieu quand même très hiérarchisé, effectivement. Très hiérarchisé, oui, mais c'est ça, il est très hiérarchisé, mais qui respecte un peu cette hiérarchie, qui respecte un peu la relation entre l'exécutif et le judiciaire. Mais dans le cas spécifique de Kaolack, justement, la première instance quand même de règlement des contradictions, c'est parce que Ousmane Kane est le premier président de la cour d'appel. Et Yaya Amadou Dia est président de chambre. Et tous deux participent quand même à des instances au niveau local pour discuter des dossiers, des contradictions, des désaccords, évidemment sous l'empire de la loi, mais en l'occurrence, on a eu ce problème. Ça veut dire que certainement, ce niveau, en tout cas, de règlement des conflits n'a pas fonctionné. Mais la contradiction, le droit est la contradiction par essence. C'est-à-dire qu'il y ait une contradiction, qu'il y ait une relation conflictuelle, on peut le comprendre. Mais là où on ne peut pas comprendre, nous, en tant qu'acteurs, en tant que citoyens, c'est qu'ils viennent sur la place publique. Et que maintenant, de par presse interposée, que des juges qui sont censés rassurer les citoyens, qui sont censés assurer une autorité judiciaire, c'est maintenant à porter presse et à maintenant arriver à ce stade-là. C'est ça qui est dérangeant. C'est qu'il y ait un débat interne contradictoire. Je pense que ça, c'est l'essence même du droit, c'est l'essence même de la juridiction. Il nous reste très peu de temps. Mais arriver à mettre ça sous la place publique et à maintenant faire des accusations et des contre-accusations sur des délits ou bien sur des corruptions, c'est ça qui pose problème. Justement, parlons et ça je voudrais le faire d'abord avec Maître Abdoulaye Tine, très brièvement, parlons de l'impact et surtout des solutions. Comment voyez-vous la sortie de crise justement dans le cas de Kaolack et plus généralement, quelles sont vos recommandations
pour que de telles situations ne se reproduisent et que cela n'ait pas un impact sur la crédibilité de cette institution? Écoutez, je pense que ces différents conflits nous interpellent tous sur l'état de la justice et appellent à un grand débat national, un débat ouvert. Moi, je serais tenté de dire qu'il est temps qu'on puisse quand même tenir des états généraux de nouveaux états généraux de la justice. De la justice, pour une réflexion ouverte, féconde, où, au sortir en tout cas, on aura une sorte de consensus sur le fonctionnement de ce pouvoir. Aujourd'hui, si vous regardez la grève qui aussi agite le débat public là-bas, vous voyez effectivement que quand même chacun campe sur sa position. Alors que nous sommes dans le cadre de négociations, tout compromis est compromettant, il faut des concessions réciproques. Et il faut que le ministre de la Justice et les autorités étatiques puissent savoir qu'ils ont la responsabilité première d'assurer la continuité du service public de la justice et que c'est quelque chose, un enjeu vital. Aujourd'hui, ce qui se passe au Mali n'est pas étranger à la déliquescence, voire l'affaiblissement du pouvoir judiciaire. Notamment la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui était le dernier rempart pour trancher les conflits. Et là où manque quand même la justice, à bord de la milice, les gens y auront une tentation naturelle de se faire autojustice. Donc des états généraux de la justice comme principale recommandation. Merci à vous, Maître Abdoulaye Tine. Malick Diop, vraiment en 30 secondes, que pensez-vous de cette proposition ou avez-vous une proposition alternative pour l'avenir de la justice? Il faut secouer l'arbre, il faut secouer le baobab. Parce qu'il y a ça, je pense que c'est juste un élément qui cache un peu, comme dit, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a le monde judiciaire est mal en point. Il y a beaucoup de frustration, que ce soit des jeunes magistratures, les jeunes magistrats qui sont en conflit avec les anciens qui gardent leurs privilèges. Il y a cette grève de justice qui se continue, qui se prolonge. Chacun se braque. Il y a les questions un peu de réforme interne que l'UMS a eu à poser sur la table. Voilà, donc il y a autant de questions fondamentales qu'il faut s'en approprier et poser ça sur la table pour qu'il y ait une réflexion holistique sur la question de la justice, parce que la justice devient une autorité. Merci. Et quand une autorité perd un peu sa crédibilité. Sa crédibilité-là, ça pose énormément de problèmes. Pour la démocratie. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. Nous vous retrouverons dans l'édition en Wolof. En attendant, il est 12h53 et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui m'a permis de vous la présenter, toutes les équipes rédactionnelles et techniques à Dakar et dans les régions. El Haj Ndiogou à la rédaction en chef, Abdoulaye Diop à la mise en onde, digitalisation assurée par Yacine Pouy, régie d'antenne Pape Oumar Diaw. À 13h, retrouvez Pape Ngagne Ndiaye pour le journal en Wolof. Tout de suite, Allô Présidence, excellente suite des programmes. Très bonne semaine, au revoir. Presidente della Repubblica, Presidente europeo con la Marocchina che risalta il verso per il territorio Presidente della Repubblica, per la Repubblica, Presidente della Repubblica, hanno molto di istruzioni al quartiere Carpato, capitale Senegal, costruito nel 1912.